La Mustang vintage de Theodore, Theo, Maxwell toussa et cala en plein milieu de la route, ses jointures blanchissant sur le volant. Le bruit de la circulation qui approchait ne fit qu'ajouter à sa frustration. Restaurer cette voiture, symbole de son ascension de la pauvreté au succès, exigerait des heures de travail minutieux. Et maintenant, elle le trahissait au moment où il en avait le plus besoin. Pas maintenant, marmonna-t-il, frappant la planche de bord avec la paume de la main. Une autre notification de l'hôpital concernant l'aggravation de l'état de sa mère retentit sur son téléphone. En soins intensifs, Eleanor Maxwell, la femme qui avait tout sacrifié pour l'élever seule après le départ de son père, se battait pour sa vie. Theo sortit son téléphone, son pouce planant au-dessus du contact de Sarafina. Bien que leur mariage se soit tendu au cours des derniers mois, elle comprendrait sûrement la gravité de la situation. Autrefois, ils étaient le couple en or de leur cercle social, le titan de la technologie autodidacte et la socialité magnifique aux rêves d'architecte. Le téléphone sonna 3 fois avant que la voix haletante et agacée de Sarafina ne se fasse entendre. « Qu'y a-t-il, Théo » Quelque chose dans son ton le stoppa, hésitant. Un bruit de fond se faufilait, bruissement de tissu, la voix d'un homme murmurant vaguement. Sa mâchoire se crispa. Il parla d'une voix ferme. « Ma voiture est tombée en panne. Je vais à l'hôpital. Maman est dans un état critique. » Il y eut une pause marquée par d'autres bruissements suspects. Puis la voix de Sarafina revint, dégoulinant d'une fausse douceur qui lui glaça le sang. « Oh, c'est terrible. Prends un Uber, Théo. Là, tout de suite, je suis à un rendez-vous galant avec mon chéri. Netflix et tout le tralala. Tu vois le genre. » Ces mots le frappèrent comme des coups physiques, chacun étant conçu pour blesser. Mais ces prochains mots allumèrent quelque chose de sombre en lui. Pas spécialement inquiète pour ta mère. Ciao, ciao. La ligne se coupa brusquement, mettant fin à la conversation. Théo fixa son téléphone, une rage froide se cristallisant dans sa poitrine. La femme à qui il avait tout donné, la maison de maître, les voitures, la vie dont elle avait toujours rêvé, venait de congédier cruellement sa mère mourante tout en affichant son infidélité. Quelque chose de fondamental se transforma à l'intérieur de Theodore Maxwell. Le mari dévoué, qui avait travaillé sans relâche pour bâtir une vie parfaite, mourut à cet instant, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus froid et de bien plus dangereux. Il ouvrit son application de VTC, son esprit cartographiant déjà les premiers mouvements de ce qui allait devenir un jeu complexe de rétribution. En quelques minutes, l'Uber arriva. Alors qu'il s'installait sur la banquette arrière, Théo afficha sa liste de contacts. James, dit-il au téléphone, commence à surveiller Sarafina. Couverture totale, sans limite de budget. Et aussi, James, ajouta-t-il, sa voix toujours aussi ferme, je veux tout savoir sur son amant. La réponse de James fut prompte et professionnelle. Bien sûr, monsieur Maxwell. Je mets en place une équipe d'ici 1 heure. Théo mit fin à l'appel, regardant la ville défiler à travers la vitre. Ses pensées se tournèrent vers Eleanor, la femme résiliente qui lui avait appris à ne jamais reculer devant un combat. Elle l'avait mis en garde contre Sarafina dès le début, voyant au-delà de la façade polie l'arriviste calculatrice qui se cachait en dessous. Eleanor lui avait dit un jour, « Ton père était pareil. Tout charme en apparence, pourriture en dessous. » Il aurait dû l'écouter. Devant, l'hôpital se dressait, ses murs stériles renfermant la seule personne qui ne l'avait jamais abandonné. Alors qu'il marchait dans les couloirs en direction des soins intensifs, le téléphone de Théo vibra avec les premières mises à jour de son équipe de sécurité, une adresse, un nom d'Amien et des photos de surveillance préliminaire. L'homme qui avait contribué à détruire son mariage pendant que sa mère était mourante était l'amant de Sarafina. Théo enregistra chaque détail pour une utilisation future. Bien que tout de paix pour leur trahison, sa mère avait besoin de lui maintenant. Hormis le bip régulier des moniteurs médicaux, la chambre d'Eleanor était calme. Elle avait l'air fragile dans son lit d'hôpital, la maladie ayant terni son dynamisme habituel. Théo prit sa main, sentant sa fragilité dans sa prise. « Maman, murmura-t-il, s'installant sur la chaise à côté de son lit, je suis en retard, mais je te promets ceci, je vais arranger les choses. Ils regretteront un jour de nous avoir contrariés. » Les doigts d'Eleanor tremblèrent dans sa poigne, comme pour accuser réception de sa promesse. Théo se pencha en arrière, serrant toujours son téléphone alors que de nouvelles mises à jour de l'équipe de sécurité affluaient. Pour l'instant, il serait le fils dévoué. Mais bientôt, Sarafina et son amant apprendraient ce qui arrivait à ceux qui trahissaient Theodore Maxwell.
Debout devant sa dernière acquisition, un tableau moderniste valant plus que le salaire annuel de la plupart des gens, Damien et regardait l'élite de la Silicon Valley se mêler à sa galerie. C'était l'endroit idéal pour lui de se déplacer sans effort dans leur monde, notant leurs défauts avec discrétion et précision. Sa conquête la plus enrichissante jusqu'à présent avait été avec la femme de Theodore Maxwell. Il se souvenait de sa première rencontre avec Théo, à l'époque où il avait été embauché pour concevoir des supports marketing et des icônes d'application pour Maxwell Tech. Théo avait été poli mais distant, entièrement absorbé par son travail et apparemment inconscient du regard insistant de Damien sur Sarafina, ou de la façon dont elle avait commencé à répondre à son attention calculée. Le travail abordait l'isolement fondamental de la vie moderne. Pour son client le plus récent, Damien masquait habilement des idées plus profondes derrière un charme étudié. Voyez comment le désir est créé par les coups de pinceau? Le riche collectionneur acquiesça, totalement absorbé par sa prestation. Lire dans les gens, identifier leurs faiblesses et les exploiter à son profit, c'était ce dans quoi Damien excellait. Sarafina avait été presque trop facile, son insatisfaction conjugale était évidente à son œil exercé. Son téléphone sonna dans sa poche. Encore un message de Sarafina. Au cours de l'année écoulée, il l'avait guidée avec maestria, encourageant sa dépendance à son égard tout en effaçant systématiquement son attachement à son mariage. Chaque plainte concernant les longues heures de Théo, chaque suggestion qu'elle n'était qu'une femme trophée, chaque souvenir de ses rêves abandonnés, tout était soigneusement nourri jusqu'à ce que cela prenne racine dans son psychisme. Toutes mes excuses. Souriant au collectionneur, il dit, une affaire importante requiert mon attention. Damien inscrivit une note pour Sarafina dans son bureau. Théo répondit au téléphone. Sa voiture était en panne. Je l'ai confronté à propos de nous. Les doigts de Damien se crispèrent sur le téléphone. Ça ne faisait pas partie du plan. Il avait l'intention de garder leur liaison secrète jusqu'à ce qu'il soit certain de son avantage. Pourquoi auriez-vous une telle conduite, répondit-il en tapant. J'ai besoin d'un transport à l'hôpital. Ma mère est mourante. Je ne sais pas, j'étais givré en colère. Je voulais juste le blesser. Damien en considéra les implications, confortablement installé dans son fauteuil en cuir. Il avait sous-estimé la capacité de Sarafina à l'imprudence. Elle reflétait sa propre imprudence de trop près. Néanmoins, sa stratégie devrait s'adapter à ce calendrier accéléré. Viens au chalet, répondit-il. Il faut qu'on parle. De nombreuses rencontres illicites avaient eu lieu dans leur luxueux chalet, enregistrées au nom d'une société écran. Damien l'avait choisi délibérément pour s'assurer qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Il pensa à la perfection avec laquelle Sarafina s'était glissée dans ses mains alors qu'il s'y rendait maintenant. Elle l'attendait, faisant les 100 pas dans la pièce principale, chaussée d'escarpins achetés avec l'argent de Théo. Son visage ne trahissait aucun regret pour ce qu'elle avait fait, seulement le frisson de voir leur secret enfin mis au grand jour. « Qu'est-ce que tu as fait, exactement » insista Damien, son charme si bien rodé vacillant un instant. « Theodore Maxwell n'est pas quelqu'un avec qui on joue. » Sarafina fit un geste de la main avec désinvolture. « Théo est inoffensif. Bien sûr, il sera peut-être en colère, mais il s'en remettra. Il le fait toujours. Les hommes comme votre mari, ajouta Damien en se servant un verre, ne comprennent pas. Leurs actions ne correspondent pas à votre perception qu'ils sont inoffensifs. Auriez-vous peur d'être vaincu, rétorqua Sarafina, les lèvres retroussées en un sourire méprisant. La main de Damien se referma sur son verre. Je connais ses capacités. Vu vos années de mariage avec lui, il y a autre chose que vous devriez savoir aussi, continua Damien. S'il te plaît, rit Sarafina. J'ai vu Théo construire son empire. Il se concentre sur les contrats et le codage. Il n'a pas les moyens de vraiment blesser qui que ce soit. Damien l'observa, se demandant si elle le croyait vraiment ou si ce n'était qu'un autre mensonge qu'elle se racontait. Lors de leur rare réunion d'affaires, il avait entreaperçu l'acier sous la façade professionnelle de Theodore Maxwell. L'homme était dangereux, mais Damien l'était aussi. Nous devons être intelligents, dit-il, se rapprochant d'elle. Nous devons façonner le récit. Tu es d'accord avec moi? Sarafina se pressa contre lui, son parfum coûteux l'envahissant. Mon chéri, j'ai joué des rôles toute ma vie. Et à quoi pensait-elle? Damien garda son véritable objectif secret alors qu'il exposait sa stratégie. Simple pion dans son jeu, Sarafina était un moyen d'acquérir la richesse et la réputation de Théo. Poussé par l'envie, il complota pour revendiquer tout ce que Théo avait construit.
Il avait vu l'autre homme s'élever. Méchant Théo, murmura Sarafina en laissant glisser ses doigts sur la poitrine de Damien. Damien l'embrassa, goûtant le vin cher sur ses lèvres, alors qu'il était seul à l'hôpital. Il a choisi le travail plutôt que toi. Maintenant, il en apprendra les conséquences. Aucun d'eux ne réalisa que Theodore Maxwell avait déjà plusieurs longueurs d'avance. Son équipe de sécurité enregistrait leurs conversations, les capturant à travers les fenêtres du chalet, constituant un dossier qui serait essentiel à leur chute. L'état d'Eleanor s'aggrava à l'hôpital tandis que son fils partageait son attention entre son chevet et son téléphone, absorbant chaque nouvelle information sur sa trahison. Non seulement en termes de romance, mais aussi concernant l'histoire de Damien, ses activités financières, son passé méticuleusement dissimulé, les découvertes de l'équipe de sécurité brossaient un tableau décourageant. Théo lut en silence, mais sa main libre se serra en un point. Serafina s'était alliée à un homme qui complotait contre elle depuis le début, et ce, même après qu'il lui ait offert tout ce qu'elle avait jamais désiré. « Maman, je les vois clairement maintenant, comme toi tu les as toujours vus, murmura-t-il à la silhouette inconsciente d'Eleanor. Je te promets aussi qu'ils ne sentiront pas. Le silence envahit la chambre d'hôpital tandis que les moniteurs affichaient une ligne plate. Eleanor Maxwell s'éteignit doucement, ses mains toujours serrées dans celles de son fils. Théo resta immobile, son esprit gravé du souvenir du dernier souffle de sa mère et des remarques insultantes que Serafina avait faites plus tôt dans la journée. 23h42, annonça doucement le médecin, lors du décès. Théo se leva avec des mouvements délibérés et contrôlés. J'aurai besoin du certificat de décès pour les préparatifs des obsèques, répondit-il, la voix dénuée d'émotion. L'équipe médicale échangea des regards inquiets face à son stoïcisme, mais Théo était désormais plus préoccupé par les apparences. Il passa 2 appels sur le parking de l'hôpital. Il appela d'abord son avocat, Jonathan Pierce. Je veux que tout soit prêt pour la restructuration de l'entreprise dont nous avons parlé. J'ai besoin que vous prépariez immédiatement les papiers du divorce. C'est déjà fait, répondit Jonathan. Dès que votre équipe de sécurité a soumis les premiers rapports, je les ai préparés. Théo, cependant, êtes-vous certain des autres mesures dont nous avons parlé? Elles sont extrêmes. Ils m'ont trompé alors que ma mère était en train de mourir, déclara Théo sèchement. Extrême est un euphémisme pour ce qu'il mérite. Le deuxième appel fut pour son chef de la sécurité. James, lancez le protocole 0. Demain matin, je veux que tout soit en place. Bien, monsieur. Les équipes de surveillance disent que votre femme est toujours au chalet avec elle. Voulez-vous que nous intervenions? Pas encore. Laissez-les profiter de leurs dernières heures de paix. Leur monde partira en fumée demain. Théo rentra chez lui dans une voiture de société, sa Mustang avait déjà été récupérée et était en réparation. Devant lui se dressait le manoir, un témoignage de sa réussite et des goûts extravagants de Serafina. Il traversa d'un pas décidé les pièces vides, rassemblant les preuves que son personnel avait collectées. Au cours de son enquête, il examina des photos de surveillance de Serafina et Damien dans des galeries d'art, des restaurants et au chalet, des relevés financiers montrant les dettes croissantes de Damien et ses pratiques commerciales douteuses, des SMS, des emails et des reçus d'hôtel, tout cela documentant leur trahison. Théo disposa méticuleusement tout sur le poste de travail de designer de Serafina, celui qu'elle avait supplié d'avoir, affirmant qu'il l'inspirerait à renouer avec sa passion pour le design. Encore un autre mensonge dans un mariage bâti sur eux. Les papiers du divorce, accompagnés d'une note de son écriture précise, dominaient la pile. Nove n'était qu'une supercherie. Vous êtes désormais libre de mener votre vie avec votre partenaire. Je ferai en sorte que ce soit une vie de misère. Il se dirigea ensuite vers le garage, où le cabriolet personnalisé de Serafina brillait. Choisie pour compléter son image soignée, la voiture avait été un cadeau d'anniversaire. Elle servirait désormais un autre but. Il imprégna soigneusement l'intérieur d'essence, ses mouvements délibérés et contrôlés, semblables à la fureur remplaçant son chagrin. À l'extérieur du garage, il s'arrêta pour allumer une cigarette, une habitude qu'il avait abandonnée il y a des années à la demande de Serafina. En la tenant, le briquet sembla lourd de sens dans sa paume. Il pensa à tous les sacrifices qu'il avait faits pour une femme qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Tout se déroula au ralenti, le crissement du briquet, la courbe qu'il décrivit dans l'air, le souffle des flammes. Théo sentit la chaleur sur son visage tandis que la voiture s'effondrait dans le brasier. Comme Serafina elle-même, le feu était magnifique dans sa destruction. Il resta jusqu'à ce que les flammes commencent à s'apaiser, le plafond noir du garage taché de fumée.
C'était un message simple et clair. Chaque objet qu'elle avait tenu pour acquis brûlerait. Son téléphone vibra avec une nouvelle mise à jour de l'équipe de sécurité. Serafina avait quitté le chalet pour rentrer chez elle. Timing parfait. Théo jeta un dernier regard à l'épave fumante avant de partir. Il avait organisé des funérailles, ensuite, la véritable dévastation commencerait. Il n'était plus l'époux aimant ni le fils en deuil. Il était quelque chose de nouveau, forgé dans la trahison et trompé par la perte. Qu'ils croient avoir gagné. Qu'ils pensent que leurs mensonges et leurs manipulations équivalent à la réussite. Du meilleur d'entre tous sa mère, Theodore Maxwell avait appris que la patience et la précision étaient les parfaites compagnes de la vengeance. Théo se permit un léger sourire en s'éloignant du manoir, le ciel commençant à s'éclaircir avec l'aube. Au moment où Serafina découvrirait ce qui l'attendait, elle serait intouchable, et son monde méticuleusement construit commencerait à s'écrouler pièce par pièce. Le jeu ne faisait que commencer, et il avait l'intention de savourer chaque instant de leur chute. Dernière minute, dans une interview surprenante, la femme du magnate de la technologie, Theodore Maxwell, signale des abus. Assise dans le studio de télévision, Serafina Sterling Maxwell tamponnait avec un mouchoir de soie ses larmes savamment orchestrées. L'intervieweuse, Jessica Chin, se pencha en avant, affichant une sollicitude étudiée. Madame Maxwell, ce sont des accusations graves que vous portez contre votre mari. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez vécu? La voix de Serafina trembla à la perfection. Théodore, il a toujours eu besoin de contrôler. Les cadeaux, les voitures, la villa, c'était des chaînes. Elle marqua une pause pour amplifier l'effet dramatique. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage de le quitter, il s'est vengé. Il a bloqué mes comptes, incendié ma voiture. J'ai osé être heureuse, alors maintenant, il essaie de me détruire. Derrière les caméras, Damien et l'approuvait d'un regard. Ils avaient longuement répété cette scène, façonnant chaque mensonge pour dépeindre Théodore comme un monstre et camper Serafina en victime compatissante. Serafina tissa une tapisserie de demi-vérités et de mensonges éhontés. « Je m'inquiète pour ma sécurité, dit-elle. Théo a toujours été instable. La direction de sa société après la mort de sa mère l'a fait basculer. Il n'est plus équilibré. » Théo regardait l'interview d'un œil froid depuis son bureau au siège de Maxwell Tech. Son chef de la sécurité, James, lui envoya un message sur son téléphone. « Monsieur, nous avons compté 57 mensonges flagrants dans ces déclarations jusqu'à présent. Devons-nous publier les preuves du contraire? » Pas encore, répondit Théo en tapant. Laissons-les creuser leur propre tombe. Il changea d'écran pour vérifier la galerie de Damien. Son personnel avait déjà semé les premières graines du doute quant à l'éthique professionnelle de Hay. Des informations provenant de sources anonymes concernant des documents de provenance falsifiés, des murmures parmi les collectionneurs sur des prix gonflés et des authentifications contrefaites commencèrent à circuler. L'avocat de Théo, Jonathan Pierce, répondit à son appel. Ils ont commis leur première erreur, déclara Jonathan sans embâche. Et a utilisé des fonds de l'entreprise pour organiser l'interview à la télévision. Il est accusé de détournement de fonds. C'est bien. Gèlerai ses comptes. Tous. Ceux de Théo aussi? Ajouta Jonathan. Le juge a fait droit à votre demande d'ordonnance restrictive contre les deux. Ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 150 mètres de votre domicile ou du siège de la société. Théo raccrocha après avoir visionné les images de surveillance de l'exposition de Damien. Un riche collectionneur venait de renoncer à une transaction d'1 million de dollars, s'éloignant précipitamment. L'une des premières dominos était en train de tomber. La carte de crédit de Serafina fut rejetée dans sa boutique préférée, faisant rougeoyer son visage. Il doit y avoir une erreur, insista TL, repoussant la carte vers la vendeuse. Réessayez. Je suis désolé, Madame Maxwell, mais toutes vos cartes sont bloquées. Folle de rage, Serafina composa le numéro de Damien. Il m'a coupé complètement. Ce salaud m'a déconnecté. Calme-toi, dit Damien, bien que sa propre voix trahissait un soupçon de panique. Il venait de perdre son 3e client important de la journée. Va à la galerie. On va trouver une solution. Quand Serafina arriva, Damien était furieux. Qui répand des rumeurs sur de faux certificats d'authenticité? Siffla-t-il. 3 collectionneurs ont demandé des remboursements. Ma réputation, et la tienne. La mienne? S'interrompit Serafina. Mon visage est partout dans les journaux.
je ne peux même pas m'acheter un café sans être reconnu. En ce moment, je suis fauché. Tu n'es pas fauché, rétorqua Damien. Tu es toujours Madame Theodore Maxwell. Sers-toi de ça. Comment faire? Lança-t-elle. Tout est bloqué, mes propres comptes, les comptes joints, même ma fiducie. L'assistante de Damien interrompit leur dispute. Monsieur, la banque vient d'appeler. La collection Peterson a annulé son exposition et fait l'audit de nos comptes. Le visage de Damien pâlit. Pendant des années, il avait opéré à la limite de l'authentification d'art, s'appuyant sur son charme et ses relations pour dissimuler les anomalies. Maintenant, il murmura, c'est lui. Il est en train de saboter ma société. Comment peut-il savoir tout ça? Parce que c'est Théodore putain de Maxwell, cracha Sorafina. Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, réalisant qu'elle avait peut-être sous-estimé son mari. L'homme calme et concentré sur son travail qu'elle avait dédaigné s'avérait bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. De retour dans son bureau, Théo examinait avec satisfaction les rapports quotidiens. L'interview de Sorafina s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. Il avait entre autres ses dossiers médicaux prouvant que ses allégations d'abus étaient fausses, couplées à des images de surveillance la montrant en train de faire de multiples virées de shopping agréables avec son argent. Son personnel avait démasqué toutes les fausses ventes de Damien, ses techniques de fraude fiscale et ses habitudes de courtiser des couples riches mariés. Chaque preuve serait présentée délibérément, afin de saper leur réputation pièce par pièce. Monsieur? James apparut dans l'embrasure de la porte. Notre signalement anonyme sur le réseau de contrefaçon de est récemment parvenu à la commission d'authentification des œuvres d'art. Ils enquêtent officiellement. Théo acquiesça. Vérifiez qu'ils découvrent tout. James, notre contact média est prêt. Je veux que ça fasse là une quand ça éclatera. Se tournant à nouveau vers ses écrans, il regarda Sarah et Damien se disputer devant les caméras de surveillance de la galerie. Ils commençaient à se retourner les uns contre les autres, exactement comme ils l'avaient prévu. Leur belle façade se fissurait, exposant les parasites qu'elle dissimulait. Qu'ils se dispersent. Qu'ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Théodore Maxwell comptait savourer chaque instant de leur chute, ce n'était que le premier acte de leur ruine. Alors que 3 autres galeries rompaient les ponts avec l'éminent marchand d'art Damien Raz, les accusations à son encontre ne cessaient de s'accumuler. Des sources proches de l'enquête révèlent des preuves de fraude massive. Damien a fracassé un certificat de mérite encadré en lançant son téléphone à travers son bureau de galerie. Tandis qu'il se versait son 3e verre du matin, ses mains tremblaient, renversant un scotch coûteux sur un mobilier d'antiquité encore plus onéreux. C'est une catastrophe, dit-il. Une putain de catastrophe totale. Sarah passait non loin, ses chaussures de luxe claquant contre le sol en marbre qu'elle ne pouvait plus se permettre. Il faut qu'on se batte, insista TL. Théo est vulnérable aussi. Ses affaires. Damien s'emporta. Sa société est intouchable. On en a déjà parlé. Ses plaintes anonymes à ses actionnaires. Il en a fait d'un piège. Maintenant, la SCC nous enquête pour manipulation de marché. Il faudra trouver autre chose. Théo manque de finesse, dit Sarah. Sarah, réveille-toi. Votre mari n'est pas celui qu'on croyait. Ce n'est pas un geek du numérique qu'on peut manipuler. Depuis le début, il a 10 coups d'avance sur nous. L'appel de l'avocat de Damien interrompit leur débat. Damien le mit sur haut-parleur, son visage s'assombrissant à chaque mot. L'avocat dit que le comité d'authentification avait des preuves irréfutables de fraude sur au moins 12 œuvres majeures. Le fisc s'en mêle et cherche à geler les actifs de la galerie en attendant l'enquête. Ils ont découvert des anomalies datant d'il y a 5 ans. Tu pourrais arrêter ça. Y mettre un terme. Damien fixa Sarah. Je me retire en tant que conseiller. Ces accusations ne sont que le début. Quelqu'un a envoyé aux autorités des informations exhaustives sur toute votre opération. Relevé bancaire, faux certificat, témoignage. Sarah regarda Damien avec une horreur grandissante tandis que l'appel se terminait. Quelle opération? Qu'est-ce que tu as fait? Il siffla, tu fais tellement l'innocente. Tu as sauté dans mon lit en sachant exactement ce que j'étais. Comme toi, une arnaqueuse prise au piège. Elle rétorqua, j'étais une croqueuse de diamants. Tu m'as fait confiance. Tu as dit qu'on ferait tomber Théo ensemble. Je voulais son argent et sa réputation. Pour faire simple, tu étais mon ticket d'entrée.
On est tous les deux ruinés maintenant à cause de ton stupide entretien télévisé. Sa gifle résonna dans toute la galerie. Avant que Damien ne puisse réagir, son assistant fit irruption. Monsieur, des agents fédéraux avec des mandats de perquisition sont dans le hall. La panique le saisit. Désespéré d'effacer des fichiers, Damien se précipita vers son ordinateur, Sarah attrapa son sac à main et s'enfuit. La toile de Théodore, cependant, s'était déjà resserrée. Elle réalisa que sa voiture ne démarrait pas sur le parking. Ses téléphones étaient hors service. Ses cartes de crédit furent refusées au motel le plus proche. Pendant ce temps, Théo était dans son bureau, surveillant le chaos sur plusieurs écrans. L'un montrait le raid du gouvernement sur la galerie de Damien. Un autre affichait les tentatives de plus en plus frénétiques de Sarah pour renouer avec son ancien réseau social. Tous possédaient des preuves irréfutables de ses mensonges et manipulations. Monsieur, dit James, et a tenté d'accéder à ses comptes offshore. Il les a trouvés vides, comme prévu. Et concernant le plan d'évacuation que nous avons élaboré? Il a mordu à l'hameçon. Selon notre source, il cherche quelqu'un pour s'occuper définitivement du problème Maxwell. Les lèvres de Théo commencèrent à se courber légèrement. Parfait. Les équipes sont en place. Absolument, monsieur. Un des nôtres est à la réunion que a organisée avec le prestataire. La surveillance complète est opérationnelle, enregistrant tout. Bien. Laissons-le creuser sa propre tombe. Je veux suffisamment de preuves pour l'enterrer vivant. Quelques heures plus tard, Damien rencontra un homme qu'il prenait pour un tueur à gages professionnel dans un pub sombre loin de ses repères habituels. L'homme écouta calmement pendant que Damien fulminait contre les offres de plus en plus coûteuses de Théodore Maxwell pour des « solutions permanentes ». Damien ignorait, cependant, que chaque mot qu'il prononçait était enregistré et chaque mouvement capturé par des caméras cachées. En réalité, l'homme de main embauché par Théo était un ancien agent fédéral construisant un dossier solide pour complot d'assassinat. Lorsque Damien retourna dans son monde en ruine, il trouva sa galerie fermée sous surveillance gouvernementale. Son appartement avait également été saccagé. Ils avaient découvert son coffre-fort secret et son contenu accablant. Même ses parents, déçus par ses crimes, avaient appris la nouvelle et coupé les ponts. Sarah ne s'en sortait pas beaucoup mieux. Elle s'était vue refuser l'entrée de 3 hôtels et fut forcée de se cacher dans un motel miteux pendant que ses profils de réseaux sociaux commençaient à être inondés de critiques de ses anciens amis. Tous ceux qui l'avaient autrefois adulé lors d'événements postaient soudainement des commentaires sur son adultère, sa tromperie et sa trahison d'un veuf éploré. Quand elle essaya de rappeler Damien, son téléphone était éteint. Désespérée, elle tenta de joindre l'avocat de Théo, lui offrant de partager sa version des faits. La réponse fut prompte et impitoyable. Monsieur Maxwell n'a aucun intérêt à communiquer avec vous. Toute interaction doit passer par son équipe juridique. Théo observait tout cela se dérouler avec une froide satisfaction. Chaque mouvement frénétique qu'il faisait ne faisait que resserrer le nœud coulant qu'il avait placé autour de leur cou. Leur erreur ultime serait d'essayer d'engager quelqu'un pour lui faire du mal. Ce développement viendrait appuyer tout le reste de ses plans. Qu'il perde la tête. Qu'il se débatte dans sa toile. Bientôt, ils apprendraient le véritable prix à payer pour avoir osé se dresser contre Théodore Maxwell. Le chaos régnait dans la salle de conférence de Maxwell Tech. D'importants reporters de chaînes de télévision occupaient les sièges, caméras prêtes à enregistrer, tandis que Théodore Maxwell s'avançait vers le podium. Son costume sombre respirait la puissance, son visage semblait taillé dans la pierre. Merci à tous d'être venus, sa voix résonna sans effort dans toute la salle. Ces dernières semaines ont vu de nombreuses allégations et accusations portées contre mon entreprise, contre moi-même et contre ma vie personnelle. Aujourd'hui, je vais y répondre personnellement. Sarah regardait le flux en direct dans la pénombre de sa chambre de motel, de plus en plus terrifiée. Damien se tenait à côté d'elle, son apparence autrefois parfaite maintenant négligée. « Éteins ça » lança-t-il. « Non » répondit Sarah fermement, gardant les yeux rivés sur l'écran. « Nous devons savoir ce qu'il fait. » Sur scène, Théo activa un grand écran derrière lui. « Tout d'abord, voici les images de surveillance montrant comment mon épouse, Serafina Sterling Maxwell, exerçait un prétendu contrôle financier et se livrait à des violences conjugales. » Des extraits montraient Sarah faisant joyeusement du shopping, achetant des bijoux, des voitures, des meubles, des œuvres d'art. Des relevés bancaires affichaient d'importantes sommes transférées sur ses comptes personnels. Comme vous pouvez le constater, continua Théo,
Madame Maxwell jouissait d'une indépendance financière totale. Ces allégations de contrôle sont manifestement fausses, mais ce n'est pas tout. D'autres images furent diffusées. Visite à la galerie de Damien après les heures d'ouverture, moments intimes capturés par les caméras de sécurité, relevés téléphoniques, SMS, reçus d'hôtel, un compte-rendu complet de leur liaison. Le jour où ma mère se mourait, la voix de Théo prit un ton tranchant qui fit bouger certains reporters inconfortablement sur leur siège. Ma femme était sortie avec son amant. Lorsque j'ai demandé de l'aide pour ma mère, elle a avoué son infidélité et s'est moquée de l'état de ma mère. La salle bourdonnait de questions. Théo leva la main pour demander le silence. Mais cette histoire va au-delà d'un simple adultère. Pendant des années, le partenaire de ma femme, M. Damien, a dirigé une vaste opération de fraude artistique. Faux certificats, contrefaçons, transferts bancaires illégaux, tout est documenté ici. Déjà, ajouta Théo, des centaines de pièces soupçonnées d'être des faux ont été saisies par les enquêteurs fédéraux. Damien se jeta sur la télécommande dans la chambre de motel, estimant que la valeur de sa fraude dépassait les 50 millions de dollars. Arrête ça, implora Sarah, lui arrachant la télécommande. Nous devons écouter. Écoutez quoi, grogna-t-il. Comment ton précieux mari est en train de nous détruire? Sa voix se fit plus douce alors qu'il écoutait Théo poursuivre. Mais le plus important, c'est cette dernière révélation. Une nouvelle vidéo montrait Damien dans un pub en train de discuter de plans pour faire tuer Théo. Peu importe comment vous vous y prenez, accident de voiture, agression qui tourne mal. Assurez-vous juste que Maxwell ne survive pas. Horrifiée, Sarah se tourna vers Damien. Tu voulais qu'il meure? Il ne m'a pas laissé le choix, murmura Damien, d'une voix creuse. Il a tout avalé. Mesdames et messieurs, la voix de Théo coupa court à leur dispute. Compte tenu de ces circonstances, je prends plusieurs mesures. Premièrement, je crée la fondation Eleanor Maxwell pour venir en aide aux victimes de fraude et de violences conjugales. Mon entreprise fournira un capital initial de 100 millions de dollars. La presse éclata en applaudissements. Théo attendit que le bruit se calme avant de poursuivre. Deuxièmement, je coopère pleinement avec les enquêteurs fédéraux qui examinent les activités illicites de M. E. Troisièmement, j'ai fourni des preuves suffisantes pour étayer les poursuites contre M. et Mme Maxwell pour tentative de meurtre, fraude et conspiration. Il se tourna immédiatement vers les caméras. Ceux qui ont trahi ma confiance ont suivi cette voie. Maintenant, assumez les conséquences. Bien que Théo ait déjà quitté la tribune, la conférence de presse explosa de questions. Sarah et Damien se regardèrent, terrifiés, dans la chambre de motel. Il sait tout, murmura Sarah. Il a dit dès le début que ce n'était pas fini. Damien attrapa son manteau. Je garde des relations. Ils sursautèrent tous les deux à de forts coups frappés à la porte. Agents fédéraux. Nous avons un mandat. Sarah aperçut James, le chef de la sécurité de Théo, qui les observait depuis une voiture banalisée alors qu'ils étaient emmenés menottés. Il parla doucement dans son téléphone. Cible acquise, monsieur. Complétez l'opération. Théo répondit à l'appel dans son bureau, puis se tourna vers son mur d'écran. Leur monde se désintégrait en temps réel tandis qu'ils regardaient l'arrestation de Sarah et de Damien sous différents angles. Tout s'était déroulé exactement comme il l'avait prévu. Il prit une photo de sa mère dans le tiroir de son bureau. C'est fini, dit-il doucement. Ils ne feront plus jamais de mal à personne. Des semaines de frénésie médiatique passeront, révélant tous les aspects des crimes de Sarah et Damien, ruinant leur réputation. Leur avenir était brisé. Théo avait habilement utilisé leurs propres actions pour les conduire à leur perte. Il l'avait considéré comme faible, préoccupé par les affaires et inconscient de leur trahison. Maintenant, il réalisait que Theodore Maxwell ne perdait jamais son sang-froid. Il restait calme et n'oubliait jamais une dette. La table s'y avait besoin de son addition. Pendant que Serafina essuyait le comptoir collant, Bark, le gérant du restaurant, aboyait. Ses mains autrefois parfaites portaient maintenant des callosités dues aux heures passées à servir du café et à débarrasser les tables. Un employé au comptoir la regarda en plissant les yeux. « Dites, vous n'êtes pas cette femme Maxwell. Le scandale du passé ?» Sarah baissa la tête, mais les conversations à proximité s'arrêtèrent. Elle pouvait entendre leurs chuchotements et sentir leurs regards. Pilleuse de tombes, tricheuse. Vous avez vu ce qu'elle a fait à cet homme pendant que sa mère se mourait? La main tremblante, elle se précipita à la table 6 et déposa l'addition.
3 ans s'étaient écoulés depuis la conférence de presse de Théodore qui avait détruit sa vie, et pourtant la mémoire du public était toujours aussi vive. Ses collègues dans la cuisine ricanaient. Ils avaient lu les révélations et regardé les vidéos virales. Certains avaient même créé des comptes satiriques sur les réseaux sociaux relatant sa chute de sa position de premier plan. Et, princesse, l'un des cuisiniers l'identifia. Ton palais t'attend. Les toilettes ont besoin d'être nettoyées. Sarah serra le manche du balai à franges, se souvenant de l'époque où elle donnait des ordres aux employés de maison. Elle partageait maintenant un studio avec une plomberie capricieuse et des murs délavés. Des vêtements de seconde main et un uniforme taché avaient remplacé sa luxueuse collection. Son téléphone vibra avec un autre refus d'une candidature. Aucune entreprise respectable ne l'embaucherait. Ce qui avait été autrefois son billet pour la haute société, le nom Maxwell, était devenu une malédiction. Damien et lavait la vaisselle dans un café miteux de l'autre côté de la ville. Ses mains créatives étaient écorchées par les produits chimiques de nettoyage agressif. Profitant de l'occasion pour miner l'homme dont la tromperie avait fait les gros titres nationaux, les autres employés de cuisine l'avaient surnommé le « faux artiste ». Et hurla le chef cuisinier. Ces assiettes ne sont pas assez propres. Refais-les. Damien replongea ses mains dans l'eau bouillante. Sa galerie avait disparu depuis longtemps. Son nom était ruiné. De multiples procès l'avaient laissé sans rien, ses biens, ses relations, même l'héritage de ses parents. Et, menteur. Un aide-serveur jeta une pile d'assiettes dans l'évier, aspergeant le visage de Damien d'eau sale. Ne les abîme pas, pendant ses pauses, Damien attrapait parfois un journal, parcourant la section économique où le nom de Théodore Maxwell apparaissait fréquemment. Chaque titre était un nouveau tourment. Maxwell Tech dévoile une plateforme d'IA révolutionnaire. La fondation Théodore Maxwell pour la violence domestique fournit de nouveaux refuges. Le titan de la technologie Maxwell nommé humanitaire de l'année. Alors que la vie de Damien s'était écroulée en ruine, l'homme qu'il cherchait à détruire n'avait fait que gagner en puissance. Dans son bureau de direction, Théo examinait les derniers rapports de surveillance concernant son ex-femme et son amant. Il avait mis en place un réseau d'informateurs pour surveiller leurs mouvements afin de s'assurer qu'ils ne pourraient jamais retrouver leur stabilité. James arriva avec une nouvelle pile de documents. Et a tenté de postuler à un emploi dans la gestion de restaurants. Conformément à votre demande, nous avons veillé à ce qu'il ne soit pas embauché. Et Serafina travaille toujours au café. Elle a tenté de renouer avec sa famille la semaine dernière. Ils ont maintenu la liste noire, comme convenu. Théo acquiesça, parcourant les photos de leur nouvelle réalité. Bien que certains puissent arguer que sa surveillance constante était excessive, il estimait que la minutie était essentielle. Ils avaient décidé de se retourner contre lui et en vivraient avec les conséquences à jamais. Son interphone sonna. « Monsieur Maxwell ? Vous êtes attendu à la réunion du conseil d'administration de la fondation. » Désormais, l'héritage de sa mère perdurait à travers la fondation Eleanor Maxwell. L'entreprise parrainait des refuges pour victimes de violences domestiques, aidait les victimes de mauvais traitements et plaidait pour des lois plus strictes en matière de protection contre la fraude. L'histoire du conjoint trahi canalisant sa souffrance dans le service public a valu des éloges à la presse. Ils ignoraient sa rage secrète et la planification délibérée de la chute de ses ennemis. Sous le masque de la bienveillance, cette partie de lui restait cachée, un rappel que Théodore Maxwell n'oubliait jamais une dette. Après un quart de travail de 10 heures, Sarah se traîna dans les escaliers jusqu'à son appartement ce soir-là. Elle vérifia sa boîte aux lettres, y trouvant un autre avertissement de retard de paiement. Son emploi mal rémunéré couvrait à peine les charges et le loyer. Elle pensa à appeler Damien, mais avait cessé de communiquer avec lui il y a des mois. Une fois qu'ils eurent réalisé toute l'étendue des représailles de Théodore, leur relation se désintégra en d'amères récriminations. À l'intérieur de son appartement, elle ouvrit son ordinateur portable bon marché, bien loin de l'électronique haut de gamme qu'elle possédait autrefois. Ses profils sur les réseaux sociaux étaient inondés de messages haineux, et certains continuaient de célébrer sa « mort » avec jubilation. Elle consulta une alerte d'actualité. Théodore était mis en avant dans une publication économique pour y détailler les dernières initiatives de son organisation. Sur la photo, il paraissait fort et serein, ne laissant rien transparaître du tumulte qu'il était sur le point de déchaîner. Incapable de faire face à l'homme dont elle avait si grossièrement sous-estimé la valeur, elle ferma la page. L'existence paisible qu'elle avait dédaignée était devenue une force de rétribution implacable. Quelque part dans la ville, Damien était allongé sur son lit étroit dans une chambre louée, soignant son orgueil blessé et ses mains meurtries.
Son matériel de peinture restait intact dans un coin. Même sous un pseudonyme, plus aucune galerie ne voulait de son travail. Ils avaient cru pouvoir abattre Theodore Maxwell, mais il les avait brisés si complètement qu'il était impossible de recoller les morceaux. S'exerçant à prononcer le discours qu'elle avait répété 1000 fois, Sarah fixa son reflet dans le miroir des toilettes d'un café. Elle avait enduré 3 années de tourments avant de finalement trouver le numéro de téléphone privé du bureau de Theodore. Ses mains tremblaient en composant le numéro, s'attendant à ce que l'appel soit bloqué. Elle fut surprise lorsque la ligne se connecta. « Bureau de Theodore Maxwell », répondit une voix claire. « Je dois parler à Théo. Dites-lui, s'il vous plaît, que Sarah est là. » Il y eut une longue pause. Puis elle haleta, le cœur battant à tout rompre. Un autre silence, puis une voix familière se fit entendre. « Sophia. » Le ton de Théo était glacial. « J'imagine que ce n'est pas par hasard que vous me contactez. » Elle lutta pour que sa voix ne tremble pas. « Je sais que ce que j'ai fait était vraiment terrible. Damien m'a manipulé et m'a piégé dans ses mensonges. Maintenant, je n'ai plus rien. S'il te plaît, si jamais tu m'as aimé. » Il la coupa. « Vous confondez l'amour avec une faiblesse passée. L'homme que vous avez aimé est mort le jour où vous vous êtes moqué de sa mère mourante. Je suis désolé. J'étais ivre, irréfléchi, cruel, mais cette punition, n'ai-je pas assez souffert? Ma famille ne me parle plus. Je ne trouve pas de travail honnête. Je survis, c'est tout. Survivre? » Son rire était froid. « Vous devriez me remercier pour ça. Damien vous voulait morte dès que les choses ont mal tourné. J'ai des enregistrements. Voulez-vous que je vous les fasse écouter? » Sarah sentit le sang se retirer de son visage. « Votre bien-aimé parlait de vous faire éliminer dès que vous deviendriez un fardeau. Au lieu de cela, j'ai décidé de vous laisser vivre avec les conséquences de vos choix. Considérez cela comme mon dernier cadeau à la femme que j'ai autrefois appelée ma femme. » Tremblant dans les toilettes crasseuses, Sarah réalisa que l'homme qu'elle avait épousé avait disparu. À sa place, se tenait quelqu'un de plus froid, de plus dur, quelqu'un qu'elle avait contribué à créer. Damien y avait passé des années à ruminer sa chute. 3 ans de souffrance avaient transformé son charme en pure haine. Il avait passé des semaines à traquer les mouvements de Théodore et à mémoriser ses habitudes. Le cottage isolé au bord de la mer était parfait pour affronter son ennemi. Avec le dernier de ses économies, Damien serra le revolver qu'il avait acheté. Une balle pour achever l'homme qu'il avait ruiné. Alors qu'une voiture approchait, il se tapit dans les broussailles. Théodore sortit seul. C'était sa chance. Non, murmura une voix derrière lui. Damien se retourna brusquement et découvrit des gardes de sécurité armés qui l'encerclaient, leurs fusils pointés sur sa tête. « Monsieur est, dit James en sortant de l'ombre. Croyez-vous vraiment que nous étions aveugles à votre manège? Que l'instant où vous avez acheté ce pistolet nous avait échappé? » Théodore s'approcha, son expression empreinte d'un amusement froid. « Damien, toujours de mauvaises décisions, je vois. Vous avez brisé ma vie, lança Damien avec mépris. Ma société, ma marque, tout. » Théo le coupa sèchement. « Vous vous êtes anéanti vous-même. Je me suis contenté de faire en sorte que vous en payiez le prix. » Il fit un signe de tête à ses gardes armés. « Emmenez-le au site préparé. Assurez-vous qu'il soit à l'aise. Il y restera un certain temps. » Les mots de Théo suivirent Damien alors qu'il était emmené de force. « Vous avez cherché ma ruine, Damien? Vous allez maintenant passer le reste de votre vie à financer cette ambition. » Le « site préparé » s'avéra être une installation isolée gardée par une sécurité privée, une prison de fait, où Damien vivrait sous surveillance constante, ses mouvements restreints, ses communications surveillées. Légal? Peut-être pas. Mais l'influence de Theodore Maxwell garantissait que personne n'oserait s'enquérir de la disparition de Damien. L'homme avait brûlé trop de ponts et s'était fait trop d'ennemis. Le monde supposerait que Damien avait fui pour échapper à ses dettes. Théo regarda les flux de surveillance dans son bureau, affichant devis qu'il avait modifiés à jamais, l'une confinée où son sujet ne pourrait plus jamais mettre personne en danger, l'autre luttant pour survivre en public. Bien que certains puissent considérer cette punition prolongée comme cruelle, Theodore Maxwell la considérait comme rien de moins que la justice rembourser ses dettes intégralement, avec intérêt. 10 ans après la mort d'Eleanor Maxwell, son fils se tenait sur un podium, recevant un autre prix humanitaire pour le travail de son organisation. « Ma mère, dit-il en s'adressant à l'audience,
m'a enseigné la valeur de la justice et la nécessité de s'opposer à ceux qui veulent nuire aux autres. Il parla de leur dernière initiative, une campagne pour renforcer les réglementations contre la fraude financière et la violence domestique tandis que les flashs crépitaient. Personne ne comprenait à quel point ces causes étaient enracinées dans la vengeance personnelle autant que dans la charité. Sorafina, âgée, regardait l'émission sur un petit écran de télévision dans son appartement sombre. Des années de dur labeur et d'humiliation publique avaient effacé son ancien attrait. Elle était devenue une mise en garde murmurée dans les cercles sociaux qu'elle avait autrefois dominés. Les jeunes employés de son café ne la reconnaissaient même plus. Elle était juste une autre serveuse épuisée, que l'on ne remarquait que lorsque quelqu'un évoquait le vieux scandale. Damien contemplait les murs de sa prison confortable, enfermé dans son enceinte sécurisée. Il avait des livres, des outils, même un petit jardin et du matériel d'art, tout, sauf la liberté. Ses gardes étaient professionnels mais détachés, leur simple présence un rappel constant que son monde se limitait désormais à quelques hectares. Bien qu'il fantasme parfois sur l'évasion, ses rêves incluaient toujours le sourire froid de Theodore Maxwell, un avertissement de punition plus sévère s'il essayait. Theodore avait changé au cours de la dernière décennie. Le monde des affaires le considérait comme impitoyable mais brillant, un homme qui n'oubliait jamais un ami ni ne pardonnait un ennemi. Dans de rares interviews, il se dépeignait comme dévoué à son entreprise et à ses efforts humanitaires, trop occupé à servir les autres pour chercher l'amour. Il ne connaissait pas la satisfaction qu'il retirait de la consultation des mises à jour sur la vie restreinte de Damien ou des rapports sur les difficultés et les mises à jour de sécurité de son ex-femme. Le public voyait le donateur. Peu connaissait l'homme qui se cachait derrière. Théo se rendait en privé sur la tombe de sa mère, partageant des histoires sur le travail de la fondation et les vies qu'elle avait touchées. Il avait tenu sa promesse, son nom était désormais synonyme de justice. Ceux qui les avaient trahis vivaient avec les conséquences de leurs actes. Connu dans la presse économique comme le « titan de la Silicon Valley », son personnel le décrivait comme dur mais juste. Ses ennemis? Ceux qui croisaient Theodore Maxwell avaient tendance à disparaître complètement de la vie publique, il n'osait donc pas le nommer. Des cendres de la trahison, il avait bâti un empire, une institution philanthropique et une réputation de force inflexible. Son passé était devenu une armure, le protégeant de tout préjudice supplémentaire et rappelant aux autres le prix de la loyauté. Theodore Maxwell avait transformé la vengeance personnelle en progrès social et le tourment privé en pouvoir public. Apprenant à vivre avec la froideur dans son cœur, il l'avait transformé en un outil de création et de destruction. Le monde voyait ses réalisations, sa générosité, son autorité. Il ne remarquait pas la surveillance attentive de deux vies brisées, le rappel constant que certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées, certaines trahisons jamais pardonnées. Son véritable héritage était plus que des projets publics ou des entreprises commerciales, c'étaient les avertissements vivants qu'il laissait derrière lui. Constamment, les exemples frappants de ce qui est arrivé à ceux qui ont trahi la confiance de Theodore Maxwell étaient Sarah et Damien. À sa mère, il avait tenu parole. Sa mémoire était respectée, justice était faite et vengeance était obtenue. Bien qu'il ne puisse jamais pleinement comprendre le prix payé pour y parvenir, le monde était incontestablement meilleur grâce à son travail. Bien que la lutte l'ait irrévocablement changé, Theodore Maxwell avait gagné son combat. Il était devenu exactement ce que ses rivaux avaient forgé, parfait, impitoyable et plus fort que leur pire cauchemar. Et quelque part, il aimait imaginer qu'Eleanor Maxwell était satisfaite du garçon qui avait si complètement vengé sa mémoire. Épilogue 2 décennies plus tard. La ligne d'horizon de la Silicon Valley était dominée par le siège de Maxwell Tech. Sa structure de verre et d'acier témoignait de l'influence durable de Theodore Maxwell. Dans son bureau penthouse, Théo examinait les rapports du matin tandis que Bloomberg TV jouait discrètement sur un mur d'écran. La voix de son assistant, Monsieur Maxwell, retentit dans l'interphone. Votre briefing de sécurité de 9 heures est prêt. Désormais chef de la sécurité mondiale pour Maxwell Enterprises, James Chin entra, portant un dossier noir familier. Après 2 décennies de service, sa posture militaire était restée inchangée, bien que ses cheveux aient grisonné. Monsieur, le résumé trimestriel de la surveillance est ici. James déposa le dossier sur le bureau de Théo. Les sujets restent contenus. Théo ouvrit le dossier et examina les photos et rapports les plus récents. 2 décennies s'étaient écoulées depuis le début de sa vengeance méticuleuse, mais sa surveillance n'avait jamais cessé. La première photo représentait une Sorafina âgée. Ses mouvements autrefois élégants étaient maintenant courbés par des années de travail physique. Elle travaillait toujours au même café, mais après que trop de clients l'eurent identifiée à partir du scandale,
elle avait été rétrogradée aux tâches de préparation du matin. Sa dernière demande d'emploi? Demanda Théo, connaissant déjà la réponse. Refusée comme prévu. Son passé fut discrètement révélé à l'assistant du professeur de l'université locale, et leur offre fut promptement retirée. Théo acquiesça et passa au rapport suivant. La vie confinée de Damien se poursuivait dans le complexe sécurisé. Il passait ses journées à créer des œuvres d'art que personne ne verrait jamais. Bien que son public principal fût l'équipe de sécurité en constante évolution, son talent authentique avait remplacé les faux de son ancien marchand d'art. James, et a demandé un autre livre sur les techniques de l'art antique, nota Théo. Et bien qu'il n'y ait pas de risque de suicide réel, son évaluation psychiatrique mensuelle révèle une dépression persistante. Maintenez les protocoles actuels, conseilla Théo. Y a-t-il eu des communications entre eux? Pas depuis leur dernière lettre interceptée il y a 5 ans. Aucun des deux n'a reçu les missives. Théo ferma le dossier, satisfait de voir que son châtiment restait sous contrôle, même 2 décennies plus tard. Il s'était assuré que leur sentence serait à vie, Sarah, condamnée à la disgrâce publique et à la pauvreté, et Damien, à un isolement total, quoique luxueux. Pourtant, le monde des affaires affichait sa réussite. Maxwell Technologies avait révolutionné les interfaces cerveau-machine, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle. La fondation Eleanor Maxwell, avec son expansion internationale vers les refuges pour victimes de violences domestiques et les initiatives de prévention de la fraude sur 6 continents, était florissante. Votre fils a téléphoné plus tôt, dit James. Alexander veut examiner les nouveaux projets de la fondation avant la réunion du conseil d'administration. Théodore se permit un sourire fugace. Adopté il y a 15 ans, Alexander Maxwell était devenu un successeur compétent. Le garçon était idéal pour la mission de la fondation et l'héritage de Théodore, ayant lui-même perdu ses parents à cause d'une escroquerie. Prévoyez un déjeuner avec lui, ordonna Théo, et préparez les dossiers historiques. Il est temps qu'il comprenne toute l'histoire de sa grand-mère. Lorsque James partit, Théo jeta un coup d'œil à ses moniteurs privés. L'un montrait le café où Sarah travaillait, un autre affichait le complexe de Damien. Un troisième traquait les mentions du scandale dans les archives de presse et sur les réseaux sociaux. Leur histoire servait d'avertissement à ceux qui pourraient être tentés par la déloyauté. Son empire avait été façonné par la rétribution qui définissait sa vie. Né des technologies que Maxwell Tech avait développées pour surveiller son ex-femme et son amant, sa division de sécurité était inégalée. Les mensonges de Sarah sur les abus et la mort de sa mère alimentaient les activités de la fondation. Même sa décision d'adopter Alexander découlait d'un besoin de transmettre des leçons sur les conséquences et l'engagement. Un avertissement clignota sur son écran. Une autre journaliste cherchait à obtenir une interview à l'occasion du 20e anniversaire du scandale. L'équipe de relations publiques de Théo refuserait, comme toujours. Que les journalistes spéculent. Seuls quelques-uns connaissaient la véritable ampleur de sa vengeance. Le téléphone d'Alexander vibra avec un message. Papa a remarqué des tendances fascinantes dans les registres de la Fondation concernant la violence domestique. Propose également des idées sur la manière dont les efforts de prévention de la fraude peuvent se développer. Le déjeuner d'aujourd'hui est différent. Théo tapa son accord une fois de plus. Bien qu'Alexander n'ait jamais subi la souffrance personnelle qui motivait l'objectif de la Fondation, son fils avait hérité de son intellect analytique et de son sens de la justice. Ce sera différent aujourd'hui. Théo se rendit à Palo Alto plus tard dans l'après-midi, où un petit restaurant avait été privatisé pour son repas. Alexander attendait à l'intérieur, ses traits fins et sa posture assurée lui donnaient plus l'air du fils biologique de Théo qu'un fils adoptif. Alexander se leva pour accueillir son père. J'ai examiné les dossiers d'Eleanor, grand-mère. Ils s'assirent pendant que les serveurs apportaient leurs commandes habituelles. Théo regarda son fils et reconnut la même volonté qui avait propulsé sa propre ascension vers la domination. Dis-moi ce que tu as découvert, dit Théo. Alexander répondit en évoquant des schémas de trahison. Le travail de la Fondation, ce n'est pas fait au hasard. Tout est lié à ce qui est arrivé à Mère, l'accent mis sur les victimes de violences domestiques, la prévention de la fraude, tout est lié. Théo leva un sourcil. Bien que peu de gens osassent lui parler de ce raffinat, Alexander avait toujours été sensible. Tu as mené l'enquête. J'ai trouvé l'article de presse original, le scandale, ce qu'ils ont fait à grand-mère Eleanor et à toi. L'attitude d'Alexander se raidit. Et j'ai découvert autre chose, des tendances financières suggérant une surveillance continue de toi. Cela te pose-t-il problème?
Alexander secoua la tête. Pas du tout. Pendant les dernières heures de grand-mère, ils se sont retournés contre toi. On ne pourra jamais s'acquitter de cette dette. Théo commença à se sentir assez fier. Son fils l'a vu. Le but même de la fondation va au-delà de l'aide aux victimes. Elle veille à ce que personne n'oublie ce qui arrive à ceux qui violent la confiance. Procède comme suit. Je souhaite moderniser nos systèmes de suivi. Les actualiser. Anticiper les tendances à la trahison en utilisant l'intelligence artificielle avant qu'elle ne commence. Les yeux d'Alexander pétillaient d'intention. Arrêter ces événements avant qu'ils ne commencent peut aider plus de gens. Théo esquissa un sourire. Son fils avait compris l'idée sous-jacente à son empire autant que les technologies. La prochaine génération continuerait son œuvre, perpétuant la générosité publique ainsi que les châtiments privés. Ce soir-là, Théo se rendit sur la tombe de sa mère, comme il le faisait chaque semaine. Entourée d'un jardin commémoratif financé par la fondation portant son nom, elle était devenue un sanctuaire paisible. Il sait, mère. Théo parla doucement. Alexander perpétuera notre héritage. La fondation aidera toujours les autres tout en veillant à ce que ceux qui nous ont fait du mal n'échappent jamais à leur culpabilité. Sarah nettoyait les postes de travail du café de l'autre côté de la ville après un autre quart de travail matinal épuisant. Son reflet dans l'acier inoxydable montrait une femme brisée par des décennies de difficultés. Peu importe le nombre de fois où elle essayait de reconstruire sa vie, l'influence de Théodore avait bloqué chaque chemin. Une fois, dans l'intention de profiter du scandale, elle avait tenté de publier un livre sur ses expériences. L'éditeur a abandonné le projet dans des circonstances inexpliquées. Elle découvrit plus tard qu'une filiale de Maxwell Tech avait discrètement acquis l'ensemble de la maison d'édition. Sa famille restait à l'écart, leur silence acheté avec de généreux dons aux œuvres caritatives qu'ils avaient choisies, de la part de la fondation Eleanor Maxwell. D'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter. Une fois qu'ils avaient recherché son nom sur Google, même les nouveaux amis disparaissaient. Damien peignait encore une autre scène dans son complexe, des scènes de liberté qu'il ne connaîtrait plus jamais. Sa planque lui offrait confort et luxe, mais la solitude avait progressivement érodé sa santé mentale. Sa seule interaction humaine provenait du personnel de sécurité rotatif qui parlait rarement. Il avait tenté une évasion il y a 15 ans. Avant même d'atteindre les murs extérieurs, l'effort avait échoué. Sa punition fut une année d'isolement total, un supplice si complet qu'il n'essaya plus jamais. Ils avaient tous deux vieilli jusqu'à devenir des exemples vivants. Leur vie brisée témoignait de la capacité illimitée de Théodore Maxwell à la vengeance. Ils incarnaient des formes opposées de punition, Sarah condamnée à l'humiliation publique et à la pauvreté, Damien à la solitude et à l'emprisonnement personnel. L'empire de Théodore s'est étendu aux marchés technologiques mondiaux et aux efforts caritatifs, bien au-delà de sa société initiale. Alors que la fondation Eleanor Maxwell a redéfini l'approche de la société en matière d'abus et de fraude, les innovations de Maxwell Tech ont défini l'avenir. Peu de gens ont établi un lien entre la mission de la fondation et la rancune personnelle de Théodore. Le public ne voyait que le magnate des affaires qui avait transformé un chagrin personnel en un avantage communautaire. Un philanthrope. Ils ignoraient la surveillance méticuleuse, les occasions manquées, les vies maintenues dans une ruine perpétuelle pour l'exemple. L'implication d'Alexander laissait présager la continuation de cet héritage pour une autre génération. Sous sa direction, les activités de la fondation se sont développées, tirant parti des technologies de pointe pour prévenir les trahisons tout en surveillant constamment toute personne susceptible d'avoir causé du tort à sa famille. Murmurée dans les salles de conseil et les incubateurs de start-up, l'histoire des représailles de Théodore Maxwell est devenue une légende de la Silicon Valley. Touchez à Maxwell, avertissait-il, et vous ne perdez pas seulement. Vous cessez d'exister. Le temps n'avait ni adouci sa détermination, ni affaibli ses souvenirs. 20 ans plus tard, sa vengeance restait aussi fraîche qu'au premier jour. Une froide passion alimentée par son succès garantissait que ses ennemis ne pourraient jamais échapper à leur destin. Le monde admirait son sens des affaires, remarquait sa générosité et respectait son engagement à mettre fin à la fraude et à l'injustice. Pourtant, ils n'ont jamais connu toute la vérité, derrière chaque effort philanthropique se cachait un système de représailles méticuleusement entretenu, garantissant que ceux qui le contrariaient souffriraient sans fin. Théodore Maxwell a transformé un grief personnel en influence mondiale et une souffrance privée en puissance publique. Le travail de la fondation honorait l'héritage de sa mère tandis que ses adversaires enduraient une mort vivante orchestrée par son plan. Dans son bureau, au-dessus de la Silicon Valley,
Theo examinait la dernière génération d'équipements de surveillance que son entreprise mettait au point. Alexander hériterait bientôt à la fois de la fondation et de l'entreprise, sauvegardant son double héritage de service public et de vengeance privée. Bien que ces répercussions persistent, la controverse qui a déclenché sa transformation s'était estompée de la mémoire du public. Sarah continuait de servir du café à ceux qui riaient de sa déchéance. Damien conservait ses peintures, peu susceptibles d'être exposées. Et Theodore Maxwell gardait un œil sur tout, s'assurant que le temps ne leur accorderait jamais la clémence qu'il avait refusée. Comme ses réalisations, ses représailles n'avaient pas de date d'expiration. Elles perdureraient aussi longtemps que la mémoire persisterait, témoignant du prix de la trahison et de la force de la loyauté d'un fils envers la mémoire de sa mère. Bien que certaines choses soient restées inchangées, le monde a basculé il y a 20 ans. Theodore Maxwell n'a jamais cessé de surveiller ceux qui avaient osé lui faire du tort, il n'a jamais oublié une dette et il n'a jamais pardonné une trahison. En fin de compte, c'était là son véritable héritage, pas seulement un empire technologique ou une fondation caritative, mais la preuve indéniable que ceux qui trahiraient la confiance de Theodore Maxwell en subiraient les conséquences toute leur vie.